Bonjour à tous. Alors rassurez-vous, moi non plus, je ne suis pas devenu mégalo. Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Je crois qu'on peut dire qu'on est très heureux de vous retrouver physiquement aujourd'hui après le dernier Capital Invest qui avait eu lieu, vous vous souvenez, au Grand Rex, 100% digital. On l'avait fait en décembre 2020, à l'issue d'une année qu'on avait d'ailleurs qualifiée de quatrième dimension. On était dans une incertitude totale, on projetait dur comme fer une reprise pour 2021. Et 2021, finalement, ne nous a pas déçus, avec une intensité d'activité incroyable et des performances encore plus incroyables. Et voilà qu'on replonge dans une zone de turbulence caractérisée par plein de phénomènes que vous connaissez par cœur, de l'inflation, la hausse des taux, la guerre en Ukraine, l'évolution de la tech aux États-Unis, l'instabilité des marchés. Bref, l'incertitude est devenue en quelque sorte une valse permanente avec laquelle il faut jouer. Alors avant de se projeter sur 2022, que s'est-il passé en 2021 ? Et là encore, rassurez-vous, je ne vais pas vous barber en vous répétant ce que vous avez vu sur le Motion, que vous retrouverez par ailleurs en fin de journée sur notre site, mais quand même revenir sur quelques éléments clés. Le premier, un élément fondamental, parce qu'il reflète la dynamique du marché et la force de frappe pour la période qui s'annonce, c'est le dry powder. 23 milliards d'euros de dry powder, de poudre sèche, dans les fonds partenaires de BPI France, répartis d'ailleurs de façon à peu près égalitaire entre l'innovation et le capital développement. On le répète à chaque fois, c'est avec la performance le nerf de la guerre, parce que c'est lui qui finalement matérialise la puissance et qui donne de la perspective aux entreprises, a fortiori dans un environnement où le comportement de certains investisseurs étrangers peut être variable. Certains d'entre eux peuvent marquer une pause dans leurs investissements en dehors de leur pays d'origine, et donc ce dry powder est fondamental. Le deuxième élément, c'est le niveau de nos investissements en 2021. On a investi 1,5 milliard dans 60 fonds. C'est 50% de plus que chacune des 4 années précédentes. C'est phénoménal. On s'était d'ailleurs donné pour objectif d'investissement, tu te souviens Nicolas, un objectif d'1,2 milliard. On est allé bien plus loin parce qu'on a voulu accompagner la dynamique de marché et on a maintenu le même niveau de sélectivité. Pour faire ça, on a augmenté notre niveau de risque. Et l'augmentation de notre niveau de risque, elle se traduit notamment par 20 investissements dans des premières générations de fonds. C'est un élément qui est important, c'est 1/3 de nos investissements en 2021, et on le fait pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est que ça nous permet d'aller chercher de l'alpha. On avait déjà dit la dernière fois que les premières générations de fonds, en moyenne, surperforment les énièmes générations de fonds. D'ailleurs, on ne l'a pas constaté uniquement sur notre portefeuille. Il y a des études aux États-Unis qui démontrent exactement la même chose. Donc c'est, sur le plan financier, un investissement qui est pour nous très intéressant. Mais aussi et surtout, ça nous permet de contribuer à la régénération du marché en accompagnant des fonds sur des stratégies qui adressent des besoins nouveaux. Donc en 2021, on en a accompagné pas mal, je ne peux pas tous les citer, on a accompagné Epopé, Albarest, Loxera, on a accompagné Arcol, Aldébaran, Singular, Utopia. Toutes ces premières générations de fonds sont des premières générations de fonds qu'on a accompagnées dans la période récente. Après le niveau d'investissement, une des raisons pour laquelle on a pu faire ça d'ailleurs et augmenter nos investissements en 2021, c'est que les flux ont été au rendez-vous. Donc finalement les flux, c'est ce qui caractérise le mieux la vélocité du marché. L'année dernière, on a perçu, nos fonds partenaires nous ont distribué 800 millions d'euros. C'est 75% de plus que l'année d'avant. Nos fonds partenaires ont appelé 1,2 milliard auprès de nous et des investisseurs, par ailleurs, pour le compte desquels on gère aussi des mandats. C'est 45% de plus que l'année précédente. Et si on fait la distinction entre l'innovation et le capital développement, les distributions sont presque parfaitement égalitaires, ce qui démontre par ailleurs l'intérêt d'avoir un portefeuille diversifié entre ces deux grandes familles de stratégies. Si on parle de performance, de valorisation, de création de valeur, Nicolas en a un petit peu parlé, ça s'est illustré par, je crois, 900 millions d'euros de contribution au résultat net. En réalité, si on rajoute la création de valeur qui a été générée au travers des mandats qu'on gère pour compte de tiers, c'est 1,6 milliard d'euros. C'est 5 fois plus que 2020, sachant que 2020 avait été flat par rapport à 2019. En réalité, légèrement au-dessus, 4%. Mais c'est un niveau de création de valeur qui est absolument historique. Et là aussi, c'est à peu près équilibré entre l'innovation et le capital développement. À la vérité, c'est plus du latent sur l'innovation, plus des distributions cash sur le capital développement. Et un autre point intéressant, c'est que 50% de cette création de valeur provient d'une vingtaine de fonds partenaires. Donc c'est un élément qui est à noter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Parce qu'on est dans cette zone d'incertitude que j'évoquais. Malgré tout, les 6 premiers mois se sont plutôt bien passés.
Je regarde un petit peu, on faisait le point avec la direction financière sur les chiffres d'atterrissage à fin juin. À fin juin, on aura perçu 400 millions d'euros de distribution et on va marquer une création de valeur de 700 millions d'euros. Donc on est sur une trajectoire qui est tout à fait similaire à celle de l'année dernière. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'essentiel de cette création de valeur s'analyse sur le premier trimestre. Au deuxième trimestre, on remarque quand même un aplatissement de la courbe. Donc on verra bien ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, mais en tout cas la trajectoire est bonne. Et à fin juin, on aura investi 700 millions d'euros dans 30 fonds. Donc là aussi, on est sur la trajectoire des 1,5 milliard d'euros que Nicolas mentionnait en termes d'investissement. Si je fais un focus sur l'innovation, depuis le début de cette année, ou en tout cas au premier trimestre 2022, il y a plus de 5 milliards d'euros qui ont été investis dans des startups. C'est plus qu'au premier trimestre de l'année dernière, qui avait déjà été historique. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des opérations du premier trimestre étaient déjà embarquées en fin d'année dernière. Cela étant, ça reste positif. Et là encore, on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines et les prochains mois. Le véritable juge de paix, ce sera probablement les éléments que vous allez nous remonter au 30 septembre pour qu'on arrive à voir comment s'oriente le deuxième semestre. Alors la raison pour laquelle on a voulu surbriller un peu tous ces chiffres, c'est parce qu'ils démontrent que l'industrie du capital investissement a véritablement décollé, poussée par cette dynamique entrepreneuriale de tous les acteurs du capital investissement et que l'on défend par ailleurs depuis plusieurs années. Et les résultats de 2021, finalement, alliés aux changements profonds qui nous attendent et qui ont été évoqués par Nicolas, obligent à une nouvelle ascension. Et il y a plusieurs chemins pour y arriver. La première chose, c'est l'ouverture. Il faut aller chercher plus d'investisseurs à l'étranger. Nicolas l'a dit, moi ce qui me frappe quand on va voir des fonds en Allemagne, en Scandinavie, c'est que la part des investisseurs étrangers dans ces fonds-là est beaucoup plus importante que dans les fonds français. Alors même que les fonds français n'ont rien à envier en termes de performance aux fonds allemands et aux fonds scandinaves. Donc c'est une anomalie en soi. Il faut aller voir ces investisseurs-là, en fait, pour déconstruire, entre guillemets, certaines idées reçues qu'ils peuvent avoir. Il faut leur parler performance, stratégie, profondeur de marché. Il faut leur démontrer qu'il y a une opportunité de déployer du capital et de faire de la performance en investissant dans des fonds français. J'ajoute par ailleurs que pour les premières générations de fonds, c'est une opportunité. Parce que, autant il y a une certaine frilosité en France pour accompagner des premières générations de fonds, dans certaines zones géographiques comme les États-Unis ou la Scandinavie, il y a plus d'appétence pour les premières générations de fonds. Donc il y a une vraie opportunité pour y aller. La deuxième ouverture, c'est celle de l'équipe. Il faut recruter à l'étranger, ouvrir des bureaux à l'étranger, a fortiori d'ailleurs dans le contexte RH et de recrutement assez tendu du moment. Il faut le faire parce que ça permet de montrer aux investisseurs étrangers que le fonds et l'équipe ne sont pas franco-français. Il faut le faire parce que ça permet de mettre en cohérence le profil de l'équipe et son track avec la stratégie géographique que l'on présente. C'est absolument fondamental. Pour poursuivre dans la diversité de l'équipe, il faut féminiser davantage les équipes. Et d'ailleurs, ça fait désormais partie de nos analyses quand on présente des projets en comité d'investissement. Enfin, en termes d'ouverture, il faut ouvrir sa stratégie d'investissement. Alors nous, on adore que vous investissiez massivement en France, évidemment, mais on est persuadé que la richesse de l'écosystème et des acteurs du private equity vient aussi d'une couverture au moins pan-européenne des stratégies d'investissement. Et par parenthèse, les investisseurs étrangers n'aiment pas les stratégies purement locales. On était en février à New York avec Paul François, on a vu un certain nombre d'investisseurs, on a notamment vu le CIO d'une grande fondation new-yorkaise qui était persuadé que les fonds français n'investissaient qu'en France. Donc on lui a expliqué que ce n'était pas le cas, que même dans l'innovation, finalement 40% des tours de table en Europe continentale comptaient au moins un investisseur français. Mais il faut le faire plus, et surtout il faut aller l'expliquer à ces investisseurs étrangers. Donc la première chose, c'est l'ouverture. La deuxième chose, c'est le retail. On y revient tout le temps, on le répète sans cesse. C'est le moment pour multiplier les ponts entre les épargnants et les entreprises non cotées. En fait, ça doit même être la mission des acteurs du private equity de partager cette création de valeur avec les particuliers, y compris non fortunés et non professionnels. Et je vais même plus loin, c'est presque une responsabilité quasi sociétale, parce que ça permet de contribuer à atténuer l'écart patrimonial entre les personnes. Par ailleurs, c'est stratégique. Ça permet de diversifier son fundraising. De même que vous allez voir des institutionnels, des family office, des fonds de pension, des corporates, des investisseurs en France, à l'étranger. Il faut aller chercher l'épargne des Français. Ça veut dire adapter sa structure. Les avocats savent parfaitement faire. Ça veut dire nouer des accords de partenariat avec les réseaux de distribution, notamment bancaires. C'est long, c'est fastidieux, mais le jeu en vaut la chandelle. Et d'ailleurs, une fois qu'on est référencé, ça va tout seul. L'assurance vie, l'épargne retraite, c'est 2000 milliards. Dont 1700 milliards d'euros d'assurance vie.
Donc il faut que ce gisement de capitaux bénéficie aux entreprises non cotées, a fortiori dans un environnement où il n'y a pas de fonds de pension en France. Je crois que Claire en parlera peut-être tout à l'heure. France Invest a montré que l'année dernière, il y avait une amorce de retailisation, mais c'est vraiment qu'une amorce pour l'instant. Il faut aller beaucoup plus loin. J'en viens à la liquidité. Parce qu'évidemment, si on veut attirer plus de particuliers sur cette classe d'actifs, il faut accélérer la liquidité. Les fonds ont levé 25 milliards d'euros en France l'année dernière. C'est historique, mais la liquidité est encore probablement trop lente. Et le secondaire est une bonne façon, en tout cas une bonne solution de parvenir à des solutions de liquidité qui, par ailleurs, sont en adéquation avec, je dirais, l'investissement de long terme des entreprises de votre portefeuille. Le secondaire, l'année dernière, au niveau mondial, c'était 130 milliards d'euros, répartis à peu près 50-50 entre des transactions GP-led et des transactions LP-led. Donc si vous voulez que les LP continuent à jouer le jeu et investissent davantage dans les fonds suivants, il faut distribuer davantage et plus vite. Et pour ça, il y a des solutions. Certains d'entre vous ont commencé à y réfléchir, pas encore suffisamment, mais ça doit être aujourd'hui une préoccupation et les outils existent. Je saute du coq à l'âne s'agissant de l'innovation et je vais aller très vite parce que Nicolas en a parlé. La prochaine frontière à franchir, c'est celle évidemment du crossover. Il faut décloisonner ces deux mondes qui, en Europe, sont encore très cloisonnés. Il faut créer des stratégies qui mixent effectivement les cultures et le savoir-faire du côté et du non-côté. En d'autres termes, il faut plus de Sofinova crossover, pas uniquement dans la santé, mais aussi dans la tech en général. Voilà. Enfin et surtout, l'urgence climatique, l'industrie. Je passe sur ce sujet parce que Nicolas en a très longuement parlé pendant son introduction. Il y a aussi les nouvelles stratégies. Les nouvelles stratégies, c'est fondamental parce que le rôle des fonds, c'est aussi d'aider les entrepreneurs et les entreprises à inventer les technologies d'innovation de demain. C'est transformer les processus de production. Donc on parle de décarbonation, on parle d'avions propres, on parle de cybersécurité, on parle de blockchain crypto, on parle d'agritech. C'est autour de toutes ces nouvelles stratégies qu'on a choisi d'orienter le regard de nos intervenants d'aujourd'hui. On va aussi parler retournement, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exercice consistant à accompagner opérationnellement les entreprises, quelle que soit leur situation, y compris quand elles sont en situation parfois délicate. En deux mots, on est arrivé au camp de base, on n'est pas encore au sommet de l'Everest. Comment les fonds qui sont au cœur du réacteur vont inventer les technologies de demain, vont contribuer au monde de demain parce qu'ils ont la responsabilité finalement des générations qui arrivent. C'est autour de tous ces sujets qu'on va discuter aujourd'hui, en commençant avec Antoine.